Come si chiama? Antonio Montana. And you? What you call yourself? They tell you all the time what to do, what to think, what to feel. Do you want to be like a cheap? Like all those other people, man? Quand De Palma parle de Scarface et de sa violence catégorique, il est conscient de la brutalité du film, mais surtout de l'aspect dramatique derrière le personnage principal qui incarne cette violence. Scarface est brutal, effrayant, et c'est lui le monstre, pas les armes. De Palma se repose un peu sur ses lauriers depuis le génial Phantom of the Paradise en réalisant des grands films certes mais tous basés sur le travail d'Hitchcock, modernisé et maîtrisé comme jamais. Personne ne réalise un thriller comme le faisait le grand Alfred, comme De Palma les réussit lui. Il est un des seuls qui comprend la technique du maître et qui la reprend à son compte. Ici, par exemple avec une Luma, des travelling très lents menant à la mort, sa technique est efficace et fonctionne comme une longue mise à mort des personnages. Il est donc intéressant de voir qu'après une belle liste de films à son actif, De Palma se voit confier le remake d'un film de 1932 du même nom et réalisé par le grand Howard Hawks avec Paul Muni en Al Capone. Car oui, point de Tony Montana dans le film d'origine, ce premier Scarface est bien l'histoire de Capone. Le film de Hawks est attaqué de toutes parts à l'époque pour sa glorification du gangster bien connu, et ce sera la même chose en 1983 avec ce remake. La carrière de De Palma est souvent malheureusement constituée de nombreux échecs, et c'est donc un film de commande qu'il va accepter avec ce Scarface qui lui permettrait de revenir avec un succès. Le film est à la fois élégant et ultra violent et va fasciner encore les spectateurs aujourd'hui, mais pour d'autres raisons. Le Brian va se lâcher comme jamais et faire de son anti-héros, faut pas déconner non plus, le négatif du rêve américain, mais rêve américain quand même. La comparaison avec le film de Hawks va être déboutée dès les premières minutes du film avec une vision moderne de cette nouvelle violence, plus graphique, et va même être définie de façon absolue par le réalisateur lui-même. Son Scarface est un film de gangster, mais le plus violent de tous les films de gangster, clairement c'est le cas. Le premier Scarface, de par sa date, ne pouvait pas faire du héros un personnage issu d'un autre pays comme ici, et encore moins un Cubain, et puis Al Capone ne l'était pas. Mais en 1983, ayant toute liberté, et le scénario d'Oliver Stone quand même, va le faire avec en tête un acteur habité, Al Pacino. Ici, point de Chicago, on est à Miami avec ses lumières, sa musique et sa putain de chaleur, et un écran large absolument maîtrisé. Mais comme Capone, un piège ici plus violent va se refermer sur Tony Montana dès la séquence de New York où il refuse de buter des enfants, et De Palma va nous lâcher une bombe cinématographique encore adulée à ce jour, provocatrice et parsemée de fuck où la coque est reine, on la sniffe par kilo. Don't get high on your own supply. That's right. Lesson number 2. Don't get high in your own supply. Le film remportera presque 66 millions de dollars au box-office, mais accompagné d'une réaction épidermique et négative pour sa violence plus qu'excessive, la drogue étalée et consommée, et bien sûr les fucks qui vont par légion, on en a recensé 207. Les Cubains sont donc mis en scène ici, au sang chaud et arrivant dans une ville prête à exploser sous la chaleur. Chez Hawks, chaque coup de feu était contenu pour les faire exploser à la face des spectateurs de l'époque. Ici, le producteur Martin Bergman et le scénariste donc Oliver Stone font de ces deux immigrés fuyant le régime de Fidel Castro des bombes prêtes à exploser. They want to spoil my $800 suit.
Macho et outrancier, rétrograde dans leur vision de la vie et de la famille. Son rapport incestueux à sa sœur existait déjà chez Hawks, il est lâché clairement, mais chez De Palma, c'est encore plus vicieux et plus insidieux. Tony Montana et son Scarface, ça ne se pose pas la question du sociologique comme le faisait Howard Hawks. Le personnage refuse d'ailleurs complètement de changer, de devenir un citoyen américain. Ce qu'il veut, il tue pour l'avoir. Il le prend. No, no. Shoot that piece of chip. No, no, no! C'est par lui que le chaos arrive, mais il ne vit pas dans sa seule ville de Chicago comme Capone. Ici, Montana touche à l'international et les luttes entre boss de ces organisations, bien qu'impériales visuellement parlant, restent bestiales et implacables. So long, Mal. Have a good trip. Fuck you! Marginal de par leur origine de fuyards, ils n'ont pas peur, ne se cachent pas et affrontent sans flancher tout ce qu'ils vivent, prêts à tout, même à crever. Alors le film ne serait pas ce qu'il est sans la fabuleuse photographie de John Alonzo, oscarisé pour le Chinatown de Polanski, responsable de l'image de grands films comme Point Limite Zéro de Richard Sarafian, Harold Demon de Al Ashby, Tonnerre de Feu de John Badham ou Runaway de Michael Crichton. Le travail ici est crépusculaire, mélangé au tableau, miroir et poster lumineux et qui annonce bien sûr le destin du bonhomme. Le générique du début va nous expliquer la réalité de ce que vit Tony Montana et De Palma va nous rappeler sa condition humaine tout au long du film en montrant scène par scène, comme l'étaient ceux qui entouraient Capone chez Hawks, que Tony Montana, ses amis, les autres gangsters ne sont que des gens sans éducation, ils font souvent des fautes de grammaire et se trompent, ils n'ont pas de goût ni pour s'habiller ni pour décorer une maison, ce sont des ploucs, mais des ploucs dangereux. You know what capitalism is? Get fucked. True capitalist if ever I met one. Entouré donc de bling-bling du plus mauvais goût, plus que l'était Capone chez Hawks qui lui avait bon goût avec la soie et en faisait étalage. Ici, Montana roule en voiture léopard, chemise hawaïenne avec des costumes blancs et rouges, chaîne en or, cigare épais et qui va s'enfiler de la coque en tas sur son bureau. In that thing? You must be kidding. What you talking? That's a Cadillac. On peut le dire, il est normal d'être quelque part outré que le film glorifie un vrai monstre, un tueur de la pire espèce, voire un psychopathe en liberté. Montana veut être sommé de tout en se faisant bien chier une fois arrivé en haut. Pris dans une solitude qui le rend fou et plus paranoïaque qu'il ne l'était déjà, il va devenir autodestructeur dans son chemin de croix et réussira au moment de sa fin à presque devenir invincible au bal dans une fureur du carnage à faire pâlir tout film policier sorti ces années-là. Who you think you fucking with, man? I Tony Montana! You fuck with me! You fucking with the best! C'est à sa mort qu'il va se retrouver dans le sens de la vie qu'il s'était toujours donné. De Palma n'est pas fan du tout du personnage et le montre d'ailleurs durant le métrage, il n'en fait pas réellement un héros. Les deux moteurs qui propulsent Montana dans la vie, que sont la coque et la haine des autres, sont motivés par une paranoïa de plus en plus forte en plus. Hey, hey, who the fuck you think you're talking to, huh? You wanna fuck? Who the fuck you think I have to fucking tell, boy? Inspiré du grand joueur de football américain Joe Montana, dont Oliver Stone est fan pour le nom, le film devait être réalisé par Sidney Lumet à la demande d'Al Pacino. Mais lui se désiste face à la violence. De Palma va lâcher le film Flashdance qu'il devait réaliser et va avec Stone donc travailler sur le script. C'est Stone qui le fait complètement alors qu'il est en plein sevrage d'héroïne. Le film est passé à deux doigts d'un classement X pour la scène de la tronçonneuse. Il va sortir en France en mars 1984. J'y étais, nous étions 3 dans la salle et le film fera 800 000 entrées. Scarface va devenir l'égérie d'une nouvelle génération dans les années 2000, jeunesse perdue, qui voit en lui l'idéal dans une vie courte par la violence, un substitut à leur journée sans but. Je serai souvent confronté à ces nouveaux admirateurs du film qui fantasment comme des adorateurs malsains la vie d'un psychopathe, l'idolâtrant. J'expliquerai à certains dont j'ai eu la chance de croiser 2 mots, de leur expliquer qu'aussi fantasmée sa vie pouvait être, Montana finit quand même comme un con, tué de dos, en chutant dans un bassin à poissons.
Tell me, where'd they get you? Right there in the side? It's nothing, man. Al Pacino, un grand acteur de l'acteur studio comme James Dean, Marlon Brando ou Robert De Niro, incarne littéralement Tony Montana dans le film. Personnage confronté à sa propre chute, via la solitude, la folie, la mort et le meurtre. Tel un clown sinistre sur la fin avec son nez plein de coques, Montana a quand même quelques valeurs. On ne tue pas d'enfants innocents par exemple. Two little kids in a car. This is so fucking bad. Mais reste vulgaire par le jeu et parfois même le cabotinage un peu poussé de l'acteur, mais qui fonctionne de façon sublime par cette élégance de réalisation qu'a De Palma. Tony. Le final du personnage est pour cela gratifiant, avec cette sorte de dieu qui prend les balles en lui, qui les demande presque, il est prêt à mourir, il sait que c'est sa fin, il est au bout. Al Pacino ne devait pas savoir à quel point ce rôle resterait, et c'est pourtant le cas encore aujourd'hui. Il est celui par qui tout va arriver, puisqu'il s'intéresse au remake du film de 1932 de Hawks. Alors il va vouloir donc Sidney Lumet, mais c'est De Palma qui sera finalement choisi. Sa filmographie, bien sûr, parle d'elle-même, je ne vais pas vous en reparler. Il est doublé dans la version française par Sylvain Joubert. You know how you pick up chicks in this country? Steven Bauer va jouer Manny, le meilleur ami de Tony. C'est son premier rôle au cinéma. On le reverra dans des petits rôles sur Body Double et L'Esprit de Caïn, toujours de Palma, et sera remarqué dans le très bon La Bête de guerre de Kevin Reynolds ou Trafic de Steven Soderbergh. I gotta watch my friend here. He's gonna stick his tongue out to that girl. Oh, look at that. Il est doublé par François Leccia en version française, et c'est John Travolta qui avait été envisagé au départ pour le rôle. What's your name? What? What's your name? Elvira what? Michelle Pfeiffer, une des plus belles femmes au monde, joue donc ici la compagne de Tony. Elle sort de Grease 2 et Brian De Palma ne veut pas du tout entendre parler et refuse de l'auditionner. Mais c'est sous l'insistance des producteurs qui vont lui faire un bout d'essai. Face à Pacino et bien qu'intimidée, elle s'en sort haut la main et récupère le rôle. Il est joué à la perfection, on la verra plus tard dans des films comme Série Noire pour une nuit blanche de John Landis, Lady Hawk de Richard Donner, Les Sorcières d'Eastwick du grand George Miller, Veuve mais pas trop de Jonathan Demme, Frankie et Johnny de Gary Marshall où elle retrouve Al Pacino, Batman le défi où elle y est la meilleure Catwoman à ce jour, Le Temps de l'innocence de Martin Scorsese, pour moi un de ses meilleurs films, Stardust de Matthew Vaughn, et a rejoint le MCU en Janet Van Dyne, la première guêpe. Elle est mariée depuis un petit moment maintenant au grand scénariste de télévision David E. Kelley, le créateur d'Ally McBeal, entre autres. Le producteur Martin Bergman révèle dans son livre Scarface Nation que Glenn Close avait été le premier choix pour le rôle d'Elvira, mais il n'était pas satisfait car il pensait qu'elle serait seulement la moitié d'une pute. Grande classe, un nombre hallucinant d'actrices très connues refuseront le rôle à cause de la violence là aussi, mais heureusement que Pfeiffer fut choisie parce qu'elle s'en sort très très bien. Look, Tony, I know you did some bad things back then. You know, in the army, I know you got into some trouble. Marie-Elisabeth Mastrantonio va donc jouer Gina, la sœur de Tony Montana. C'est son premier rôle important et va être propulsé après avec La couleur de l'argent de Martin Scorsese, Abyss bien sûr de James Cameron où elle a le premier rôle, Robin des Bois, Prince des voleurs de Kevin Reynolds en Dame Marianne. Elle a été vue dans la série télévisée Marvel Le Punisher sur Netflix. Elle est doublée en version française par Monique Thierry. Not to mention, of course, the nice job you did for me. That communist son of a bitch and me or a Well, baby. you don't have to mention that. Alors le grand Robert Loggia, dont la filmographie est monstrueuse, joue Frank Lopez, qui va prendre Tony Montana sous son aile au début. Il est marié à Elvira, dont Tony va tomber immédiatement amoureux. Il la désire et il le voit. Sa filmographie, tant cinématographique que télévisuelle, est donc énorme. Il est doublé en version française par Georges Atlas. We're gonna do this one deal, that's it. Okay, fuck you. How's that? Fuck you. Fuck you. Omar Suarez est joué par le grand F. Murray Abraham, l'homme qui a tué Mozart, c'est bien lui. Le film lui permet de sortir d'une longue période de chômage. Grâce à ce film, il va finir par obtenir le rôle de Salieri dans le Amadeus de Milos Forman, dont il va obtenir l'Oscar et le Golden Globe du meilleur acteur. Puis l'année d'après, il obtient le rôle de Bernardo Gui dans Le Nom de la Rose de Jean-Jacques Hano, en adversaire de Sean Connery. Last Action Hero, bien sûr, de McTiernan, ou le Mimique de Guillermo del Toro. En version française, c'est la voix d'Anthony Hopkins qui le double, Jean-Pierre Moulin. Don't fuck me, Tony. Don't you ever try to fuck me.
Paul Chénard, qui va jouer Sosa, le trafiquant bolivien que Tony va fortement contrarier à la fin. On l'a vu dans Le Contrat de John Irving, Man on Fire d'Eli Chouraki, c'est le papa, Pacte avec un tueur de John Flynn ou Le Grand Bleu de Voldemort, dont ce sera le dernier film avant de mourir de complications liées au sida. Dans les années 1970, Paul Chénard a entretenu une relation qui aura duré à peu près 5 ans avec le grand acteur Jeremy Brett, qui jouait Sherlock Holmes dans la série de Granada. Il est doublé dans la version française par le grand Sadi Rebo, la voix du capitaine Kirk dans les Star Trek. On one hand, you're saying the United States government is spending millions of dollars to eliminate the flow of drugs. Et dans de petits rôles, à gauche à droite, pour ceux qui ont l'œil très aiguisé, nous avons Dennis Franz, qui est connu chez De Palma, et le grand Sipowicz de New York Police Blues, Greg Henry, que l'on reverra sur Body Double, ou Louis Guzman en tueur. You're dead, motherfucker! Giorgio Moroder est un musicien, auteur, compositeur, producteur et disque-jockey italien, connu pour ses tubes avec Donna Summer. En 1978, il se lance dans la production de bandes originales de films et va rencontrer immédiatement le succès avec le grand Midnight Express d'Alan Parker. Ce sera ensuite des films comme American Gigolo, La Féline, Flashdance, Scarface bien sûr, ou encore L'Histoire sans fin de Wolfgang Petersen, film pour lequel il partage le travail avec Klaus Doldinger. En 1984, il va produire une version remontée et colorisée et mise en musique par ses soins du classique de Fritz Lang, Metropolis. La musique, après une compilation chez MCA, vient enfin de sortir en juin 2022 chez La La Land, avec le score complet et les chansons. C'est Bruno Montana, un gros cahier des gangsters de la musique de film, dont le livre doit être acheté. Un petit sachet de 10 grammes de farine à rêve sera livré avec, sous peine d'être assassiné très rapidement. Say hello to my little friend! Alors, bande dessinée, jeu vidéo, musique, Scarface a inspiré grand nombre d'artistes. C'est un véritable film absolu dans sa violence. C'est un gros 7/6 pour moi. Sa mise en scène, sa photo, sa musique et bien sûr ses acteurs formidables font de ce film quelque chose qui restera à jamais dans les mémoires parce qu'encore aujourd'hui, il fascine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, pouce haut, pouce bas. C'est un film absolu, c'est un film très dur, mais je pense que vous êtes comme moi très très fan de l'objet. Dites-moi ce que vous en pensez, on en parle dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. On a encore du lourd qui arrive, bye bye.